Bonjour à tous vous et encore merci d'être là pour l'avant-dernier module de cette formation. On espère que vous allez tous être bien actifs et poser beaucoup de questions à Déborah. Donc, nous avons le plaisir d'avoir le professeur Déborah Hirt qui est du laboratoire de pharmacologie clinique de l'hôpital Cochin à Paris et qui va nous parler sur l'importance de la pharmacocinétique. Donc, essayez d'être bien attentif. Déborah est très pédagogique. Donc, et n'hésitez pas après à mettre toutes vos questions dans le chat pour poser toutes les questions. Osez poser des questions, hein. Déborah aura le plaisir de vous répondre. Déborah, à toi. Oui, merci beaucoup Alexandra. Je suis ravie d'être là. Je vais vous faire une introduction à la pharmacocinétique. L'idée était de balayer un maximum de notions. N'hésitez pas à poser des questions ou à m'interrompre si ça ne va pas. Alors, là, les diapos défilent bien. Alors, en fait, la pharmacocinétique, c'est l'étude quantifiée du devenir des médicaments dans l'organisme. Et elle permet de déterminer des paramètres caractérisant ce qu'on appelle l'ADME, c'est l'absorption, la distribution, le métabolisme et l'élimination du médicament. Alors pourquoi est-ce qu'on fait de la pharmacocinétique? Eh bien parce que ça permet d'améliorer les prescriptions de médicaments et notamment de pouvoir connaître la pharmacocinétique et d'ajuster les doses de traitement. De plus, comme pour beaucoup de médicaments, on a des liens entre les concentrations et l'effet, ça nous permet de connaître la cible que l'on veut atteindre et donc de savoir quelle dose de médicament il faudra donner grâce à la pharmacocinétique pour atteindre cette cible. Alors, pour vous résumer un peu les étapes de la pharmacocinétique, lorsqu'un médicament est administré par voie orale, il est d'abord désintégré sous forme de particules, puis dissous, ce qui donne un médicament en solution. Il arrive au niveau de la muqueuse gastro-intestinale et c'est là où il va être absorbé. Alors, le médicament va passer par le foie où il va être métabolisé avant d'arriver à la circulation générale. Et on le verra ensuite, c'est ce qu'on appelle un effet de premier passage hépatique. Donc ça va dégrader une partie du médicament et donc tout le médicament n'arrivera pas dans la circulation générale. Ce qui n'est pas dégradé va arriver au niveau du plasma et dans le plasma, on va avoir un équilibre entre notre médicament qui est sous forme libre et notre médicament qui va être lié aux protéines plasmatiques. Et donc les protéines plasmatiques, c'est l'albumine, l'alpha-1-glycoprotéine. Et uniquement la forme qui est libre pourra aller diffuser dans les tissus, donc grâce au mécanisme de distribution. Et quand la forme libre va arriver dans les tissus, de nouveau, si dans le tissu il y a des protéines, elle va se lier aux protéines et donner de la forme liée. Alors, donc, le médicament, il va se distribuer partout dans l'organisme, mais l'intérêt est quand même que le médicament arrive au niveau du site d'action. Parce que c'est quand il est au niveau de l'endroit où il doit agir qu'il y aura un effet pharmacologique du médicament. Alors, donc là, je vous ai décrit l'ensemble du processus après une administration de médicaments par voie orale. Si jamais le médicament est administré par voie IV, eh bien, on va arriver directement, le médicament va être directement injecté au niveau du plasma et on a uniquement la fin de la cascade qui interviendra. Donc, on n'aura pas d'absorption, mais on aura une distribution et après, on aura une élimination du médicament. Alors, donc je vais commencer par vous décrire l'absorption. Donc, l'absorption, c'est le passage du médicament de son site d'administration jusqu'au plasma. Donc, l'absorption, comme elle va dépendre de l'administration,
Donc, il y a une phase d'absorption, notamment pour les médicaments à voie orale. En revanche, pour les injections, il n'y aura pas de phase d'absorption. Alors, l'absorption, elle est influencée par plein de paramètres. Des paramètres qui peuvent être liés à la molécule elle-même ou à l'organisme. Alors, en fait, l'absorption va dépendre de la molécule elle-même. C'est-à-dire, est-ce que la molécule est acide ou est-ce que la molécule est basique? On sait que dans l'estomac, le pH est très bas et donc les acides faibles passent mieux. En revanche, dans l'intestin, on a un pH plutôt à 6-8 et du coup, c'est les bases faibles qui passent mieux. Le deuxième paramètre qui va jouer, c'est l'hydro ou la liposolubilité. Donc l'hydrosolubilité, c'est quand le médicament est capable de se dissoudre dans les milieux aqueux. Et la liposolubilité, c'est quand le médicament se dissout dans les graisses. Alors, en fait, le médicament a intérêt à être hydrosoluble au niveau du tube digestif, alors qu'il a plutôt intérêt à être liposoluble pour passer à travers les membranes. L'absorption est aussi influencée par la taille des molécules. Plus la molécule est petite et meilleure sera la dissolution et donc l'absorption. Et enfin, on joue régulièrement sur la forme galénique de façon à améliorer l'absorption. Donc, par exemple, les sels de sodium ou de potassium entraînent une meilleure dilution, donc améliorent l'absorption. Et par exemple, en revanche, si on veut faire un médicament à libération prolongée, eh bien, on va jouer sur l'absorption de façon à retarder cette absorption et à allonger cette absorption. Donc, on a les caractéristiques liées à la molécule, mais on a aussi les caractéristiques liées à l'individu. Alors, ce qui modifiera l'absorption chez un individu, ce sera une modification du pH gastrique, une modification de la motilité intestinale et du temps de vidange gastrique. Alors, et également une diminution du débit sanguin hépatique. Alors, ces fonctions peuvent être modifiées soit par des pathologies, donc par exemple des pathologies digestives qui pourraient diminuer le débit sanguin hépatique, soit par des médicaments qui modifieraient le pH. Donc, par exemple, l'oméprazole modifie le pH gastrique et donc va modifier l'absorption des médicaments qui sont co-administrés avec lui. Et un autre facteur qui peut jouer énormément sur l'absorption, ce sont les repas. Et donc, pour certains médicaments, on recommande des repas riches en graisse de façon à faciliter son absorption. Alors, donc, quand le médicament est absorbé au niveau de l'intestin, il va ensuite passer par le foie. Donc, au niveau du foie, on va avoir ce qu'on appelle un effet de premier passage hépatique. Donc, cet effet de premier passage, on l'observe surtout pour des médicaments qui sont lipophiles. Alors, cet effet de premier passage, en fait, ce sont essentiellement des réactions enzymatiques qui vont dégrader une partie du médicament. On a également au niveau du foie des transporteurs qui vont empêcher l'entrée de ces médicaments. Donc, on a cet effet de premier passage quand on a des médicaments par voie orale, mais si c'est une administration intraveineuse, sublinguale, transdermique, eh bien, ça ne passe pas par le foie, on n'a pas d'effet de premier passage. Alors, donc, puisqu'il y a une partie du médicament qui est dégradée dans le foie, toute la dose de médicament qu'on a administrée par voie orale ne va pas arriver jusque dans le sang. Et donc, ce qui va nous permettre de déterminer en pharmacocinétique une biodisponibilité. Donc, la biodisponibilité, c'est la fraction de la dose de médicament administrée qui atteint la circulation générale. Alors, en fait, pour pouvoir estimer une biodisponibilité par voie orale, il faut administrer à la fois le médicament par voie intraveineuse, donc qu'il arrive directement dans le sang, et à la fois l'administrer par voie orale. Et c'est par comparaison des deux qu'on va pouvoir estimer une biodisponibilité du médicament. On distingue aussi d'autres biodisponibilités qu'on appelle relatives. C'est par exemple quand on va vouloir comparer deux formes galéniques différentes ou deux voies dont aucune des deux n'est de la voie IV. Dans ces cas-là, on va aussi déterminer une biodisponibilité, mais cette fois relative. Alors, c'est quoi une biodisponibilité?
Eh bien, en fait, ça va être le rapport des aires sous la courbe. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez, vous avez le schéma en bas à droite où vous avez les concentrations en fonction du temps. Et là, vous avez la courbe de concentration de médicaments en fonction du temps chez le patient. Et quand on regarde l'air qu'il y a sous cette courbe, donc qui sont les parties hachurées ici, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'exposition aux médicaments. Par voie IV, si on donne la même dose de médicaments par voie IV et par voie orale, cette exposition, elle va être beaucoup plus importante par voie IV. Et puisqu'il y a une partie du médicament qui est dégradée, notamment au niveau du foie, eh bien, la concentration de médicaments, quand on administre par voie orale, elle va être plus faible. Et donc, on pourra déterminer cette biodisponibilité en faisant le rapport de l'AUC ici par voie orale, donc avec une courbe obtenue par voie orale, divisé par l'AUC avec une courbe obtenue par voie IV. Donc en faisant le ratio des doses si on n'a pas administré la même dose par voie orale et par voie IV. Donc voilà les principales notions que je voulais vous décrire concernant l'absorption. Maintenant, on va parler de la distribution du médicament. Donc la distribution du médicament, c'est la répartition du médicament véhiculé par le sang dans les différents organes et tissus de l'organisme. Donc la distribution, elle va d'abord dépendre de la composition corporelle. Donc si on regarde la proportion d'eau et la proportion de tissu, eh bien pour un homme de 70 kg, c'est à peu près 60% du poids corporel en eau et 40% du poids corporel en espace tissulaire. Et en fait, cette composition corporelle, elle va varier au fur et à mesure de l'évolution de l'homme. Donc chez les tout petits, eh bien, on considère qu'il y a à peu près 90% d'eau, alors que chez les personnes plus âgées, eh bien, la proportion d'eau diminuera et on aura finalement 55% d'eau. Donc cette distribution, elle va dépendre de l'individu elle-même, mais elle va dépendre de tout un tas de caractéristiques de la molécule aussi. Donc concernant la molécule, ça va dépendre de sa lipophilie. Donc plus une molécule est lipophile, et plus elle va aller se distribuer dans les graisses. Ça va dépendre de la fixation aux protéines plasmatiques. Donc tout à l'heure, je vous ai dit, quand on est dans le plasma, eh bien le médicament, il va y avoir un équilibre entre le médicament sous forme libre et sous forme liée. Donc lié, c'est lié aux protéines plasmatiques, c'est-à-dire à l'albumine et à l'alpha-1-glycoprotéine. Et en fait, il n'y a que la partie libre qui est capable de diffuser. Donc, voyez à gauche, si on a un médicament A qui n'est quasiment pas lié aux protéines plasmatiques, eh bien, il quitte facilement le compartiment vasculaire pour aller se distribuer dans le reste de l'organisme. En revanche, si on a un médicament qui est très lié aux protéines plasmatiques, eh ben, il va rester dans le plasma et il va se distribuer très très peu dans le reste de l'organisme. Alors, donc, la distribution dépend de cette fixation protéique, de la capacité à franchir les parois cellulaires et vasculaires, donc à sortir de la paroi du sang. Ça va dépendre du débit sanguin tissulaire. Donc, plus le débit sanguin tissulaire est important et plus la distribution se fera. Et ça va dépendre également de l'équilibre que l'on a des formes liées et libres, cette fois-ci, à l'intérieur du tissu. Alors, par quels paramètres est représentée la distribution? Eh bien, c'est représenté par un volume de distribution. Le seul problème, c'est qu'on ne va pas pouvoir aller mesurer les concentrations dans les tissus. Ce qu'on arrive à mesurer facilement, en fait, c'est la concentration dans le sang. Donc, ce qu'on est capable de déterminer, en fait, ce n'est pas le volume de distribution total dans l'organisme, c'est un volume de distribution fictif qui n'est pas anatomique, qui n'a pas de représentation anatomique.
dans lequel devrait se distribuer le médicament pour être à la même concentration que celle du plasma. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que ce volume, il n'est pas du tout physiologique et il peut avoir des valeurs. Pour les médicaments qui se distribuent très peu, ça peut aller de 3 litres. Et pour les médicaments qui se distribuent énormément, comme la chloroquine par exemple, ça peut aller jusqu'à 20 millilitres. Donc voilà, c'est ce qui représente la distribution. Donc c'est ce volume fictif que l'on va estimer dans nos analyses pharmacocinétiques. Alors, quels sont les facteurs qui modifient la distribution? Eh bien, il y a la fixation aux protéines plasmatiques. Si, par exemple, le patient a une hypoalbuminémie, a moins d'albumine, eh bien, le médicament sera moins lié aux protéines plasmatiques et du coup, cela modifiera la distribution. Ce qui peut jouer, c'est le volume liquidien. Les patients déshydratés n'auront pas la même distribution. Ce qui joue également, c'est le rapport masse maigre tissu adipeux. Donc, pour les médicaments lipophiles, les patients qui sont obèses auront une distribution plus importante. Puis, comme on l'a vu, le rapport entre la masse maigre et le tissu adipeux varie en fonction de l'âge. Et puis, on a également l'état de choc et l'insuffisance cardiaque chronique, qui sont des facteurs hémodynamiques qui vont jouer sur la distribution. Ensuite, la 3e et 4e étape, c'est le métabolisme et l'élimination. Donc tout ce qui fait que le médicament se dégrade et disparaît de l'organisme. Alors, le métabolisme, c'est aussi appelé la biotransformation et c'est principalement, bon, il y a d'autres endroits où ça se fait, mais c'est principalement au niveau hépatique. Et donc, les médicaments sont transformés sous forme de ce qu'on appelle des métabolites. Et les métabolites peuvent être éliminés au niveau rénal et au niveau de la bile. Alors, on a des médicaments qui sont métabolisés, mais il y a d'autres médicaments qui sont éliminés directement dans l'urine, sans métabolisme. Alors, le métabolisme, c'est une transformation par une réaction enzymatique d'un médicament en un ou plusieurs autres composés actifs ou inactifs. Donc, il y a certains médicaments qui ont besoin d'être métabolisés pour devenir actifs. Et d'autres, dont les métabolites, certains sont inactifs et d'autres sont actifs. Donc, il y a 2 types de réactions de métabolisme. On appelle ça des réactions de phase 1. Donc, c'est des oxydations qui sont faites par des cytochromes P450. Donc ça, c'est les enzymes les plus répandues qui font qu'on va voir par la suite. Et on a ensuite les enzymes de phase 2 qui vont faire des glucuronoconjugaisons ou des sulfoconjugaisons. En fait, le but est de rendre le médicament plus facile à éliminer par cette étape de métabolisme. Donc, la biotransformation dont on entend le plus parler est la biotransformation par les cytochromes P450. Donc, de très nombreuses molécules sont éliminées, par exemple, par le 3A. Vous avez des exemples en bas de substrats, donc de molécules qui sont éliminées par différents cytochromes, comme le 1A2, le 2C9, le 2D6, le 3A4. Et donc, c'est d'identifier ces phases de métabolisme, c'est très important pour savoir comment est éliminé le médicament, mais c'est également très important pour tout ce qui est interaction médicamenteuse. Parce que quand certains médicaments peuvent induire ou inhiber ces cytochromes et donc modifier l'élimination d'autres médicaments qui sont co-administrés. Alors, concernant l'élimination rénale, donc les structures impliquées, c'est le glomérule, le tubule, et on a 3 mécanismes pour l'élimination rénale, c'est la filtration, la sécrétion et la réabsorption. Et en général, ces mécanismes se superposent. Donc en pratique, vous avez à gauche le schéma d'un néphron et vous avez les différents processus d'élimination rénale. Donc tout d'abord la filtration glomérulaire que vous voyez ici en A et qui a lieu en général pour des molécules de petit poids moléculaire
donc celles qui passent sont uniquement sous forme libre. Et donc cette partie-là va dépendre du débit de filtration glomérulaire. On a une deuxième partie qui est ici un petit peu plus bas et qui va correspondre à la sécrétion tubulaire active. C'est donc au niveau des tubules rénaux. Et enfin, une dernière étape qui, cette fois-ci, va dans l'autre sens, qui est une étape de réabsorption tubulaire. Et donc, c'est le passage du néphron vers le sang. Et donc, c'est pour ça que quand on calcule la clairance rénale, bah, c'est la clairance de filtration, ici, A qui rentre, B et C qui rentrent, la clairance de sécrétion, moins la clairance de réadministration. Donc voilà, ça c'est... Et ensuite, on a l'excrétion urinaire tout en bas. Donc ça, c'est les différents processus d'élimination rénale. En général, quand on fait une analyse pharmacocinétique, on n'arrive pas à les dissocier. On va estimer une clairance globale. On peut arriver à dissocier une clairance métabolique d'une clairance rénale, mais en général, on ne fait pas la part de ce qu'il y a dans la clairance rénale. Est-ce que c'est de la filtration, de la sécrétion ou de la réabsorption? Alors, les facteurs influençant la clairance rénale, eh bien, tout ce qui est modification du débit de filtration glomérulaire, donc insuffisance rénale, cardiaque et âge. Pareil pour la sécrétion tubulaire. Et puis, pour la réabsorption tubulaire, on a en plus la liposolubilité et le pH. Alors, donc là, l'idée était de vous résumer les principales phases de la pharmacocinétique. Donc, c'est l'absorption, la distribution, et ce qui est noté ici en élimination, c'est à la fois le métabolisme et l'élimination. Donc ça, c'est les différentes phases que l'on va chercher à décrire. Et pour les décrire, on va utiliser des paramètres pharmacocinétiques. Pour l'absorption, on va utiliser un Ka. Pour la distribution, on va utiliser, il manque un petit D, un volume de distribution. Et pour l'élimination ou le métabolisme, on va utiliser une clairance. Et ça, c'est ce qu'on appelle les paramètres pharmacocinétiques primaires. Dans la vraie vie, c'est pas tellement c'est pas ce qui nous sert le plus. Ce qui nous sert le plus, c'est les paramètres pharmacocinétiques secondaires, c'est-à-dire l'AUC. Alors l'AUC, c'est l'exposition aux médicaments. Le Tmax, c'est le temps au bout duquel la concentration est maximale. Le Cmax, c'est la concentration maximale. Le Cmin, c'est la concentration minimale. Et la demi-vie d'élimination, c'est le temps au bout duquel la concentration est divisée par 2. Alors, pourquoi c'est ces paramètres qui nous intéressent le plus? Parce qu'en général, c'est eux qui sont reliés à l'efficacité ou à la toxicité d'un médicament. C'est soit la UC, soit la Cmax, soit la Cmin. Donc, si on cherche à les représenter sur une courbe ici de concentration en fonction du temps, vous avez ici la courbe du patient. Et donc, le Cmax, la concentration maximale, c'est donc la concentration la plus haute chez le patient. Et donc, cette concentration maximale, elle est mesurée à un temps maximal qui est ici. Alors, la concentration minimale, elle n'est pas indiquée ici. C'est la concentration qu'on va avoir juste avant de réadministrer le médicament. Et l'exposition, donc c'est cette partie-là, c'est l'air sous la courbe, et donc qui, pour certains médicaments, est relié à l'efficacité du traitement. Alors, donc, on va, pour pouvoir déterminer ces paramètres, on va faire ce qu'on appelle de la modélisation pharmacocinétique. Alors, il y a différentes façons de faire de la modélisation. Il y a une première façon qui est de faire de la pharmacocinétique classique. Donc, dans les études, en fait, on va choisir de sélectionner un nombre limité de sujets et chez ces sujets, on va mesurer à peu près 8 à 10 points de concentration par patient. Donc, on a peu de patients, mais on leur fait beaucoup de prélèvements. C'est des études où c'est le même protocole de recueil d'un sujet à l'autre. Et en pratique, on va déterminer une courbe par patient. On va en déduire, et on va en déduire les paramètres pharmacocinétiques.
Et donc ça s'oppose à la pharmacocinétique de population que je vais vous présenter après. Alors, dans cette pharmacocinétique classique, donc là où on a peu de patients avec beaucoup de mesures par patient, il y a deux façons d'analyser les choses. Soit on ne fait pas de modèle et on prend les concentrations en fonction du temps, et ça, c'est les mesures de concentration qu'on a déterminées. Et on va déterminer nos paramètres pharmacocinétiques à partir de ces points-là. Donc en pratique, vous voyez ici, c'est une courbe de concentration en fonction du temps. Là, c'est les points qu'on a mesurés chez le patient. Eh bien, dans ce type d'analyse, on va déterminer cette partie-là qui correspond à l'aire sous la courbe. En pratique, mathématiquement, on va dessiner des trapèzes sous la courbe et on va additionner l'aire de ces trapèzes de façon à connaître l'exposition du patient. Et une fois qu'on a cette exposition du patient, eh bien, on va la transformer en paramètres pharmacocinétiques que je vous ai présentés tout à l'heure, de clairance, de volume de distribution ou de demi-vie. Et puis, si j'ai à la fois une voie IV et une voie orale, j'aurai aussi une biodisponibilité. Donc, la première idée de l'analyse, c'est que je prends mes points tels quels, je ne vais pas tracer de courbe, je ne vais pas faire de modèle, je vais juste relier mes points, calculer une aire sous courbe, et à partir de ça, je vais en déduire mes paramètres de clairance et de volume. Et la demi-vie, pourquoi c'est intéressant? Eh bien, la demi-vie que vous voyez ici, c'est le temps au bout duquel la concentration est divisée par 2. Alors, donc si la concentration est divisée par 2, au bout d'une demi-vie, il y a 50% d'éliminés. Il en reste que 50%. Au bout de deux demi-vies, j'ai encore éliminé 50% des 50% restants. Ça veut dire que, en fait, j'ai éliminé 75%, il m'en reste 25%. Au bout de 3 demi-vies, il m'en reste, j'en ai éliminé 87,5%. Et au bout de 3,3 demi-vies, j'en ai éliminé 90%. Donc en fait, cette demi-vie, elle a un sens pratique. Si vous voulez savoir quand est-ce que le patient n'aura plus de médicaments ou quasiment plus, et donc il y aura quasiment plus d'effet, il faut prendre la demi-vie, la multiplier par 3,3, et au bout de ce temps-là, vous saurez qu'il n'y a plus que 10% du médicament, donc probablement ça n'a quasiment plus d'effet. Donc d'un point de vue clinique, on a tendance à prendre 3,3 demi-vie, alors que d'un point de vue pharmacocinétique, on a plutôt tendance à prendre 6 demi-vies. Alors, la deuxième façon d'analyser, en analyse classique, c'est-à-dire on prend 8 à 10 points par patient chez un nombre limité de patients, c'est de faire ce qu'on appelle une analyse compartimentale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, c'est qu'on va assimiler le corps à des compartiments. Donc, on va faire comme si le corps, c'était qu'un seul compartiment, ou alors c'est 2 compartiments, ou alors c'est 3 compartiments. Et on va déterminer le nombre de compartiments en fonction de la forme de la courbe. Donc, vous voyez, vous avez l'organisme qui est un système de compartiments. Alors, ça n'a aucune correspondance anatomique. Donc, on ne va pas pouvoir dire que, je ne sais pas, telle partie c'est le cœur, telle partie c'est le cerveau. Enfin, on ne peut pas déterminer, ou telle partie c'est le foie, on ne peut pas déterminer de correspondance anatomique. Et en fait, voilà, on va décider que c'est soit un compartiment, soit 2 compartiments, soit 3 compartiments. En pratique, comment on le sait? Eh bien, on le sait parce que quand on va tracer les concentrations en fonction du temps, et plus particulièrement le log des concentrations en fonction du temps, on verra soit une pente, soit 2 pentes, soit 3 pentes. Si on voit une pente, c'est qu'on peut mettre un modèle à un compartiment, 2 pentes de compartiment, 3 pentes, 3 compartiments. Et donc ça va correspondre à la distribution du médicament. La distribution, ce sera un ou deux ou 3 compartiments. Et donc ensuite, on va avoir des formules qui vont relier. Alors en fait, tout ça, c'est des équations différentielles.
Et ensuite, on va avoir des formules qui vont relier nos concentrations au temps. Donc, et on pourra en déduire des demi-vies et des expositions, comme je vous ai présenté tout à l'heure. Alors, ce qu'il faut savoir en pharmacocinétique, et qui est aussi l'intérêt de connaître la demi-vie, c'est que, vous voyez, quand vous débutez un traitement, eh bien, les concentrations, elles augmentent petit à petit. Donc là, vous avez une première prise orale, la concentration augmente. Vous réadministrez au bout de taux qui est là-haut, la concentration augmente encore, elle augmente encore à la troisième administration, etc. Et en fait, si on va un petit peu plus loin, ça augmente jusqu'à ce qu'on appelle l'état d'équilibre. Et à l'état d'équilibre, les concentrations deviennent à peu près constantes. Et donc, si jamais le niveau de concentration à atteindre pour que le médicament soit efficace est ici, eh bien, il va falloir attendre 5 demi-vies pour y arriver. Donc, de deux choses l'une, pour certains médicaments, soit on attend, soit pour ce qui est des médicaments qui sont administrés par voie intraveineuse, si le temps d'attente est trop long, eh bien, on peut faire une dose de charge de façon à atteindre plus rapidement l'état d'équilibre. Donc, je vous ai parlé de la modélisation de la distribution avec un, deux ou trois compartiments. Maintenant, je vais vous parler de la modélisation de l'élimination. Alors, grossièrement, on a deux types d'élimination. On a une élimination linéaire. L'élimination linéaire, c'est quand vous tracez la concentration en fonction de la dose, c'est proportionnel. C'est-à-dire que même si j'augmente la dose, je n'ai pas de saturation et les concentrations, elles vont augmenter proportionnellement et l'élimination se fera correctement. Il y a un deuxième type d'administration qu'on n'aime pas trop avoir pour les médicaments, c'est une élimination non linéaire. L'élimination non linéaire, c'est que quand vous tracez la concentration en fonction de la dose, eh bien, à un moment, quand vous augmentez la dose, eh bien, la concentration n'est plus proportionnelle, mais elle augmente, il y a une saturation et la concentration augmente énormément dans l'organisme. Et c'est là qu'on risque d'avoir des surdosages et des risques de toxicité. Alors, pour ces médicaments-là, il y a par exemple la phénitoïne, il y a le voriconazole. Donc, c'est des médicaments où il faut faire très, très attention. Et parce que une fois qu'on est arrivé dans la zone de saturation, dans la zone toxique, eh ben, on met beaucoup de temps avant de redescendre. Vous voyez, si c'est une élimination linéaire, c'est assez simple. Par contre, là, ça ne descend pas d'un coup. Il y a toute une phase de saturation avant que ça finisse par redescendre ici. Alors, ça, c'est juste une petite diapo pour vous expliquer que globalement, quand on va faire une modélisation, on va chercher à modéliser l'absorption. Donc, l'absorption, soit une voie orale, soit une voie IV. Et puis, de temps en temps, on a ce qu'on appelle des délais à l'absorption, c'est-à-dire que le médicament n'arrive pas directement dans le sang, et ça, on peut le modéliser. Après, on peut modéliser la distribution, donc un, deux ou trois compartiments. Et après, on peut modéliser l'élimination sous forme linéaire et non linéaire. Donc, c'est les différentes étapes de la modélisation pharmacocinétique. La dernière chose que je vais vous présenter, c'est une autre méthode qui s'appelle la pharmacocinétique de population. Donc, jusqu'ici, dans l'analyse, on a vu 8 à 10 mesures par patient chez peu de patients. Aujourd'hui, il y a une autre méthode qui est de plus en plus utilisée, qui est de prendre un grand nombre de patients, mais dans ces cas-là, je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup de mesures par patient. Même si j'ai que 1 ou 2 prélèvements chez le patient, je peux utiliser ces concentrations pour analyser la pharmacocinétique. Alors, comment ça va se passer dans ce cas-là? Eh bien, je vais faire une analyse globale sur l'ensemble de la population. Donc, je vais essayer de vous expliquer en quelques graphiques. Donc, ici, vous avez représenté les concentrations en fonction du temps. Imaginons qu'on a beaucoup de patients et peu de mesures par patient. On a reporté les concentrations de chacun des patients.
Alors, la pharmacocinétique de population, le but, ça va être de trouver la meilleure courbe qui passe par l'ensemble des points. Ça, c'est ce qu'on appelle une prédiction pour toute la population. Et elle va dépendre des paramètres pharmacocinétiques que je vous ai présentés précédemment. Et ensuite, on va chercher à comprendre pourquoi j'ai une différence entre ma courbe de l'ensemble des patients et mon patient lui-même. Ça, c'est un point chez mon patient. Eh bien, pour le comprendre, cet écart que j'appelle ici epsilon, eh bien, je vais pour chacun des patients tracer sa courbe individuelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, c'est la courbe qui correspond à l'ensemble des patients. Là, j'ai un patient avec la concentration et je vais tracer la courbe pour ce patient-là, qui est la courbe rouge. Et donc, ce patient-là, il va avoir des paramètres pharmacocinétiques qui lui sont propres. Et en fait, je dirais que je peux quantifier la variabilité entre mon patient et l'ensemble des patients dans la population. Et la dernière étape de cette analyse-là, c'est que je vais essayer d'expliquer ma variabilité interindividuelle. Donc, autrement dit, je vais essayer de comprendre pourquoi, quand j'administre la même dose à plusieurs patients différents qui, par exemple, prennent des co-traitements différents, eh bien, ils ne vont pas avoir la même courbe. Alors, imaginons que là, j'ai la courbe qui représente l'ensemble des patients. Si jamais j'ai un co-traitement qui a un effet, eh bien, pardon. Donc, si jamais j'ai un co-traitement qui a un effet, qui va diminuer les concentrations, eh bien, je pourrais dire que les patients qui prennent pas le co-traitement, eh ben, ils auront une courbe qui aura cette tendance-là, alors que les patients qui prennent le co-traitement aura une courbe qui aura cette tendance-là. Donc, si j'ai un effet du co-traitement, ma courbe qui décrive tous les patients, elle se divise en deux courbes, une des patients qui ne prennent pas le co-traitement et une des patients qui prennent le co-traitement. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que là, si j'ai un patient qui ne prend pas de co-traitement, eh bien, vous voyez, sa courbe individuelle de tout à l'heure, elle était loin de la courbe moyenne. Alors que là, sa courbe individuelle du patient qui ne prend pas le co-traitement se rapproche de la courbe typique d'un patient qui ne prend pas de co-traitement. Et donc, ce qui veut dire que la variabilité interindividuelle que j'ai quantifiée tout à l'heure, eh ben, elle est devenue plus petite et j'ai réussi à l'expliquer par l'effet du co-traitement. Donc, en fait, c'est deux approches différentes. Dans la première approche, qui est la pharmacocinétique classique, eh bien, on fait une courbe par patient et on a beaucoup de points par patient, mais c'est difficile d'étudier la variabilité entre les gens. Et dans le deuxième type d'approche que je voulais vous présenter, qui s'appelle la pharmacocinétique de population, c'est une méthode qui est beaucoup plus souple, qui permet d'inclure des patients même si on a peu de points chez eux, et qui permet de comprendre la variabilité entre les gens. Et une fois qu'on l'a comprise et qu'on l'a expliqué par des covariables, alors ces covariables, ça peut être le co-traitement, ça peut être le poids, ça peut être l'âge, ça peut être la fonction rénale. On a plein de paramètres qui peuvent expliquer la variation de concentration entre les gens. Et ça permet au final de pouvoir adapter la dose en fonction de ces paramètres-là. Voilà, donc c'était les notions que je voulais aborder avec vous. J'espère que bon, on n'a pas de contact direct, donc c'est difficile de savoir si vous avez pu suivre ou pas. En tout cas, je suis ouverte à toutes les questions. Euh,
Donc, si je comprends bien, ça se passe à travers le chat que je viens d'ouvrir. Exactement. Il y a une première question pour toi, Déborah. Donc, une formation très, comment dire, intense parce on a appris beaucoup de choses, je pense. Mm. Bon, moi, le premier. Et, euh, Bon, et très donc, bien. on a une première question pour toi de Amadou. Donc, Amadou Ah. qui posait la question sur le volume de distribution et savoir si le volume de distribution a un impact sur l'efficacité du médicament. Alors, oui, tout à fait. En fait, plus le volume de distribution est grand, plus les concentrations de médicaments risquent d'être faibles. Et donc, si les concentrations sont reliées à l'efficacité, eh ben, le médicament risque d'être moins efficace. Donc, par l'intermédiaire de la pharmacocinétique, le volume de distribution peut avoir un impact sur l'efficacité. Donc, Amadou, j'espère que, je pense que Déborah a bien répondu à la question, mais s'il y a d'autres questions, il ne faut pas hésiter à les poser. Vas-y. Oui, on a une autre question directement de vive voix. Oui. Euh, oui. Non, en fait, oui. Déjà, merci beaucoup, Déborah, pour la présentation. C'était très intéressant et franchement, j'ai appris beaucoup de choses. Juste, j'ai une petite question sur... vous avez parlé de vidange gastrique. J'ai pas bien compris ce que ça voulait dire pour En fait, vidange gastrique. ouais, c'est quand le médicament est éliminé de l'intestin. En fonction, euh, en fonction de la motilité gastrique et de l'élimination, euh, et bien, plus on a. Alors, je me souviens plus. C'était le. Pardon, vous pourriez répéter la question? Je suis désolée, je Oui, suis partie sur autre chose du coup. ah oui, le temps de vidange gastrique. Oui, c'est Le le temps de temps vidange. Oui, Oui, c'est le temps pendant lequel le médicament reste au niveau de l'estomac. Et donc, du d'accord, coup, plus il reste au niveau de l'estomac et plus il a le temps de passer dans le plasma, en fait. d'accord, d'accord. Ok. J'ai une autre question qu'une participante vient de m'envoyer parce qu'apparemment elle ne peut pas écrire sur le chat. En fait, elle demande est-ce que les enfants ont une absorption plus importante que les adultes, donc une meilleure efficacité? Alors, effectivement, l'absorption, elle est différente chez l'enfant par rapport à chez... En fait, il y a beaucoup de choses qui sont différentes entre l'enfant et l'adulte. Et en fait, ça dépend des médicaments. Euh, Vous avez vu que l'absorption, elle peut varier en fonction du pKa de la molécule, en fonction de si la molécule est plus ou moins basique et si la molécule est plus ou moins lipophile. Donc, Oui, en fonction des variations, par exemple, le pH gastrique de l'enfant n'est pas le même, et donc l'absorption des acides et des bases ne sera pas les mêmes. Alors, du coup, il faut regarder médicament par médicament si c'est plutôt un pH acide ou un pH basique, et en fonction de ça, on saura si c'est plus ou moins bien absorbé chez l'enfant. d'accord. Ok. J'ai vu qu'il y avait une autre Oui, question. Oui, Euh, exactement. Oui. Il y avait une question de Tout à fait. Yamoussa. Oui, c'est une bonne question. Effectivement, tout à fait, les métaboliques peuvent avoir un effet thérapeutique. Et du coup, pour certains médicaments, il faut en tenir compte. Par exemple, pour l'itraconazole, on a un métabolite qui est actif. Et quand on mesure la concentration et qu'on essaye de faire une adaptation, eh bien, on tient compte à la fois du parent et du métabolite parce qu'il est actif. Et sinon, pour revenir aussi en comparatif par rapport à l'essai, donc aux deux essais universels, donc
dans le cas d'Universal, donc on sera plutôt dans le cas d'une PK classique avec 8 prélèvements sur un laps de 24 heures. Oui, Plutôt tout à fait. Tout à fait. C'est plutôt exactement le premier type de pharmacocinétique qu'on a décidé d'adopter. Alors, en fait, vous avez vu dans les deux types d'approches, soit on prend beaucoup de prélèvements par patient chez peu de patients, soit on prend beaucoup de patients avec peu de prélèvements. Et compte tenu du recrutement que l'on pensait pouvoir avoir pour cette deuxième partie de l'essai, on a préféré être sûr de pouvoir analyser les données avec peu de patients plutôt que de risquer d'avoir un protocole qui est plus éparse, avec moins d'échantillons, qui nous aurait posé problème s'il n'y avait pas eu assez de patients. Alors, il y a d'autres questions une autre question d'Yamoussa. Oui. Comment peut-on savoir si un médicament est plutôt hépato ou néphrotique? C'est-à-dire s'il a une toxicité plutôt hépatique ou rénale? Oui, je pense que c'est ça, oui. Ouais. Ouais. Alors, ça, c'est médicament dépendant. Alors, c'est une bonne question. Je suis en train de penser, les médicaments hépatotoxiques. Alors, en fait, j'étais en train de me poser la question de savoir si le fait d'être éliminé, est-ce que les médicaments éliminés par le foie sont plus hépatotoxiques? Euh, alors, alors, pas forcément en fait. Il y a des médicaments qui sont principalement à élimination rénale qui peuvent être hépatotoxiques. Donc ça, je pense qu'il faut aller vérifier médicament par médicament. Probablement que s'ils sont éliminés par le foie, ils sont plus à risque de toxicité dans le foie, mais c'est pas obligatoire. Donc, il faut vraiment aller vérifier médicament par médicament s'ils sont hépato ou néphrotoxiques, sachant que il n'y a pas forcément une relation entre la concentration et la toxicité du médicament. D'accord. Peut-être que si Yamoussa avait peut-être un nom de médicament en tête, peut-être que ça permettrait de voir. Mais sinon, on va passer à la question suivante, c'est la question d'Amadou, qui, en gros, donc, il pose deux questions. Donc, la première question est de savoir à quel moment on doit prendre un médicament, et en précisant que ça c'est plutôt à jeun ou plutôt à distance des repas, ou pendant les repas. Donc, si tu peux nous éclairer sur ça. Alors oui, c'est une bonne question. Alors ça, c'est pareil, ça va être médicament dépendant. Et en fait, il faut savoir si pour le médicament en question, l'absorption, elle est augmentée avec, par exemple, un repas riche en graisse. Et ça, c'est pareil, ça va être médicament dépendant. Et il faut se référer à la notice pour savoir s'il y a une augmentation de l'absorption avec les repas. Si je peux intervenir, Déborah, super, c'était vraiment excellent. Est-ce que justement par rapport à la question d'Amadou, si tu peux donner un exemple avec, par exemple, un antirétroviral quelconque pour montrer Ah, lequel sont plus importants, hein? je te laisse le donner. Par exemple, la rilpivirine, on sait très bien, hein? On sait très bien que la rilpivirine est plus important de le prendre avec le repas. Il y a des problèmes d'absorption ou qu'on ne peut pas donner, par exemple, des inhibiteurs de la pompe à protons. Oui, Qui tout à diminuent. fait. Voilà. Ça modifie le pH gastrique. Alors, juste pour revenir aux essais, en fait, dans les essais, on s'arrange pour que les patients soient à jeun quand ils prennent le traitement, pour ne pas avoir justement cette variabilité qui est liée au repas avec la prise de médicaments.
Et une chose aussi importante, en plus de la nourriture aussi, ça reste aussi les interactions aussi avec d'autres médicaments aussi qu'il faut bien suivre également, qui ont aussi une influence aussi sans doute sur les paramètres pharmacocinétiques ou d'élimination, non? Oui, 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 Ouais. tout à fait, tout à fait. Et quant à la malnutrition, Oui, voilà. effectivement, oui, la malnutrition va jouer sur les paramètres pharmacocinétiques, donc ça va modifier les concentrations. De la même façon, ça va avoir un effet sur l'efficacité du médicament. C'est tout à fait juste. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui pouvaient aussi remplir l'évaluation sur le 13 participants? J'ai reçu une autre question, de la part d'une participante aussi qui n'arrive pas à écrire sur le chat toujours. Donc elle demandait est-ce que, pour la deuxième méthode de pharmacocinétique, qui est, la PK de population, est-ce qu'elle est faite, vu que c'est sur, une plus grande échelle, est-ce qu'elle est faite après, la commercialisation du médicament, ou avant? Oui, tout à fait, c'est une bonne question. Alors, initialement, elle était faite surtout après la commercialisation du médicament. Maintenant, on l'a dans des étapes un peu plus précoces, donc après la commercialisation du médicament en phase 4. Maintenant, on l'a dans des étapes un peu plus précoces. On peut l'avoir en phase 3. En fait, maintenant, c'est une méthode qui est reconnue par les autorités, la FDA, EMA, donc l'agence européenne. Et du coup, c'est une méthode qui est moins contraignante et qui est de plus en plus utilisée. Euh, alors, c'est pas utilisé en phase 1 et en phase 2 parce que la plupart du temps, on n'a pas assez de patients. Mais à partir de la phase 3, on l'utilise de plus en plus. D'accord. OK. Merci beaucoup. Alors, quel est l'objectif final de l'étude pharmacocinétique? Alors, l'objectif, c'est de pouvoir prédire les concentrations de médicaments. Et comme les concentrations sont souvent reliées à l'efficacité ou à la toxicité, c'est de pouvoir, en fait, ça relie la dose, la concentration et l'effet. Donc, la dose et la concentration, entre la dose et la concentration, c'est la pharmacocinétique, et entre la concentration et l'effet, c'est la pharmacodynamie. Donc, à partir du moment où on connaît l'effet, on peut remonter à la concentration cible correspondante. Et la pharmacocinétique, ça permet de remonter à la dose et donc de savoir quelle dose il faut donner pour avoir telle concentration efficace. Et ça marche pour l'efficacité et vous avez raison, ça marche aussi pour les effets secondaires. Donc, ça permet de savoir quelle dose il faut pour essayer au maximum d'éviter les effets secondaires. Voilà, et une question également pour toi. Est-ce que le foie est le seul organe après absorption du médicament où le passage est obligatoire ou il y a Alors, d'autres organes? il y a un premier passage dans le foie qui est l'endroit où il y a le plus de dégradation, mais il y a aussi un premier passage intestinal qui se fait où il y a une petite partie du médicament qui est dégradée également. Alors, je vois donc ça permet de connaître la dose minimale efficace. En théorie, oui, ça permet de connaître la dose minimale efficace. Alors, en fait, cette modélisation, elle est utilisée à deux niveaux. Le premier niveau, c'est un niveau général, c'est-à-dire en moyenne, dans la population, la dose minimale qui marcherait pour cette efficacité-là serait de temps. Et après, la modélisation, ça sert aussi individuellement. Si jamais on a la possibilité de mesurer la concentration du patient dans le sang, eh bien, on utilise les modèles pour l'ajuster
de façon à, en fait, on va simuler différentes doses qui permettraient d'être efficaces et pas toxiques. Donc la modélisation, ça sert à faire des recommandations de doses en général et à faire des recommandations de doses pour une personne. Donc, est-ce que d'autres personnes ont des questions, que ce soit par le chat ou autre moyen? Donc, il reste toujours l'évaluation qui est à compléter pour les personnes qui ne l'ont pas encore fait. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour vos retours. Ça a été un plaisir de vous faire le cours. J'espère que voilà, enfin, ça n'a pas été trop compliqué et que ça vous a apporté des choses. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Nous, on te remercie énormément, Déborah, pour cette présentation et que ça va stimuler tous les participants qui sont en plus liés à l'essai universal. Donc, on pense que ça a été très... Ça va motiver les, tous les participants et savent pourquoi on fait pharmacocinétique. Donc, vraiment, merci beaucoup pour ta pédagogie et à très bientôt. Et Oui, mais merci à tous les participants. merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, revoir. Johan, Alex. C'est très bien. Merci. Et vraiment, Déborah. merci à Déborah. C'est Mamadou qui parle. Ouais. Ah, ça a été vraiment utile. Hein. Ça, j'ai appris des choses et merci beaucoup. Bon, Merci. très bien. Merci beaucoup. Ok, merci. Ok. Et merci à tous les gens de ton équipe qui se sont connectés, Mamadou. Oui, effectivement. Alex, Ceux qui me merci posent bien. beaucoup de questions là, sont des gens de nos équipes. Hein. Ouais. Mamadou et Yamoussa, là. Donc, vraiment, merci beaucoup. Ouais, Et pour la clarté des réponses aussi. Super. Merci. Donc, à très Merci. bientôt. Oui, Au Alex, revoir. merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Serial, au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. revoir. Merci bien. C'est Baylor qui m'a fait un sondage. Comment on fait pour ça? Allô? Il n'y a plus personne?